Fait que je me lance dans une présentation que c'est François qui fait d'habitude, qui est celle de la genèse un petit peu de ce qu'est un et un font mille, de ce qu'est le mouvement Habitat, de comment cette bébête-là est venue au monde. Je vais faire ça à ma manière, en espérant que ça soit représentatif de la façon dont François l'aurait fait, mais je pense qu'après 2 ans, j'ai quand même une bonne idée de son speech. Euh, En fait, François, il y a plusieurs années, ses parents sont... Puis pour celles qui ont vu la pièce, là, vous allez vous reconnaître, c'est un petit peu l'histoire qu'il raconte dans Tout inclus. Au moment de voir ses parents déménager dans une RPA, quand ses parents ont cassé maison, François a ressenti un choc. C'était un milieu qu'il ne comprenait pas, qu'il ne connaissait pas très bien aussi. Et bon, c'est une transition qui ne s'est pas faite simplement. Étant l'homme qu'il est et ayant ce désir-là de comprendre les choses, puis d'approfondir les choses, de comprendre des enjeux qui lui étaient d'abord inconnus, François a pris la décision d'aller vivre dans une RPA, de faire une immersion alors qu'il avait 40 ans environ, début quarantaine. Une RPA de l'Abitibi, justement, à Rouen, qui s'appelle les Jardins du patrimoine. Il a passé 2 périodes d'1 mois là-bas, sachant pas trop ce que ça allait donner, mais avec une volonté de parler aux gens puis de comprendre ce choix-là qu'on fait devant l'habitation. Je vais désactiver. Parfait. Et c'est ça, il savait qu'il allait faire quelque chose avec ça, mais il ne savait pas quelle forme ça allait prendre. Et au fur et à mesure de ses recherches, il s'est dit, ben, c'est une pièce de théâtre documentaire qui va naître de ce processus-là, de cette démarche-là, finalement. Et il s'est donc mis à écrire une pièce qui s'appelle Tout inclus et qui a maintenant été présentée, je pense, plus que 80 fois sur l'ensemble du territoire. Je dis l'ensemble du territoire du Québec, c'est pas vrai, mais qui a couvert quand même une grosse partie du territoire québécois à plus de plusieurs milliers de personnes. Et là, il présentait cette pièce-là, qui est une pièce de théâtre documentaire, donc qui relate vraiment son expérience d'immersion. Puis les gens, après le show, ils allaient le voir, puis ils disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Maintenant qu'on est mis face à ces réalités-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens d'action? Parce que les gens se sentent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, François a eu l'envie de sortir de l'espace théâtral, finalement. C'est son médium de prédilection, c'est un acteur de formation. Il s'est dit, OK, le théâtre, c'est beau pour parler des enjeux, mais après ça, il faut qu'on passe à l'action, puis il faut qu'on fasse quelque chose. Il a donc décidé de partir un mouvement citoyen qui s'appelle le mouvement Habitat, qui est organisé autour de cette question-là, comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Et là, habitat, c'est au pluriel pour une raison, parce qu'on ne parle pas seulement de l'habitat bâti, c'est l'habitat aussi au sens de l'habitat intime. Donc, comment on se sent par rapport à son propre vieillissement, notre santé, notre bien-être, tout ça. Bien sûr, l'habitat bâti, donc là, on parle vraiment du logement, du choix qu'on fait devant l'habitation. Et ensuite de l'habitat social, au sens de l'environnement, de son milieu de vie. On parlait plutôt d'environnement naturel. Fait que, cette question-là aussi de comment, quand on vieillit, on est en contact avec notre communauté, notre environnement, ce qui nous entoure. Et c'est une question fort intéressante, je pense, humblement. Et on a organisé donc plusieurs séries d'événements publics durant lesquels on posait cette question-là et d'autres à des gens de partout à travers le Québec. Ça s'est fait durant la pandémie. Et donc, nous, on est basé à Montréal, mais la pandémie, paradoxalement, nous a permis de rejoindre des gens sur l'ensemble du territoire québécois. Et on s'est rendu compte que les gens avaient beaucoup de choses à dire, que plusieurs personnes aînées avaient des projets qu'elles voulaient mettre en place, qu'elles voulaient mettre en place dans leur communauté, mais qu'elles sentaient souvent qu'elles n'avaient pas de plateforme ou de façon de le faire, ou que leur voix n'était pas entendue, ou elles ne savaient pas vers quoi se diriger. Mais c'est une méconnaissance des services offerts. C'est un autre problème qu'on remarque souvent avec les personnes aînées avec lesquelles on travaille, c'est qu'on ne sait pas les services qui nous sont offerts ou on n'y a pas accès pour X ou Y raison. Fait que là, on s'est dit, bon, il y a eu la pièce, il y a eu les consultations, on a toutes ces échos-là des gens, on entend parler de plein de projets qui sont en train d'être développés, mais qui n'arrivent pas au bout de leur affaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, se responsabiliser puis créer des groupes de travail dans plusieurs régions du Québec parce qu'on accompagne les gens dans le développement de leurs projets et l'émergence d'idées nouvelles? Avec l'intention vraiment de dire aux gens, vous pouvez agir, vous êtes capable de faire quelque chose. J'ai l'impression, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, que la pandémie aussi a été difficile pour plusieurs personnes et un peu créé un sentiment de désengagement ou une impression qu'on ne peut pas rien changer. Alors que si on se met ensemble, on a parlé
le pouvoir d'être ensemble, de créer des groupes fédérés puis qui ont envie d'agir, mais si on fait ça, on peut développer des projets. Fait qu'on a créé des groupes de travail dans 5 régions du Québec à partir de février 2022, qu'on a appelé les interforums du mouvement Habitat. À Montréal, dans la capitale nationale, centre du Québec, Montérégie, Lanaudière. Et notre intention maintenant, c'est d'ouvrir ces groupes-là à 6 nouvelles régions. Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, la Mauricie, l'Outaouais, les Laurentides. Je vais vous parler plus précisément de ce qui se passe durant ces séances d'atelier-là un petit peu plus tard, mais ça vous donne une idée de ce qui nous a menés vers ça. Le mouvement Habitat, au courant des dernières années, a pris énormément d'ampleur. Là, on parle aujourd'hui des interforums, mais sachez aussi qu'on organise une grande marche citoyenne à chaque 1er octobre depuis les 2 dernières années. Ça va être la 3e édition le 1er octobre prochain pour la Journée internationale des aînés. On organise aussi des forums, ce qu'on appelle le forum national, des événements vraiment en présentiel, parce qu'on invite nos partenaires avec les citoyens à se rassembler pour se poser des questions autour des enjeux du vieillissement. On fait toujours des événements publics aussi autour de ces questions-là, qui ne sont pas les groupes de travail, mais qui permettent à plusieurs personnes de partout à travers la province d'échanger, d'apprendre à se connaître, tout ça. Toujours avec la volonté d'arriver avec une posture qui est la nôtre, qui est une posture de création. Tu sais, un Fourmille, je vous disais, c'est une drôle de bébite, mais c'est une drôle de bébite parce qu'on n'est pas des gens de l'innovation sociale, on n'est pas des entrepreneurs. François, c'est un artiste à la base, fait que tout son rapport à la création fait partie de la démarche, de l'énergie aussi des rencontres qu'on propose, puis de l'importance qu'on met à être un petit peu champ gauche, à réfléchir différemment, à penser à des projets surréalistes, à penser hors du cadre. Ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'on pourrait mettre des gens ensemble qui ont des expertises, des âges différents pour bâtir des projets qui viennent répondre réellement aux besoins des personnes aînées qui habitent un territoire, parce que souvent les projets leur sont imposés sans qu'ils aient été consultés. Et là, ça ne répond pas à ce dont ils ont besoin ou à ce dont ils rêvent aussi. T'sais. La posture dans laquelle on se pose, ce n'est pas seulement de parler de problèmes et de besoins, mais de dire c'est quoi les aspirations, c'est quoi les rêves des personnes aînées? Est-ce qu'on peut adresser ça plutôt pour être dans une énergie, dans une démarche qui est un petit peu plus positive, qui laisse place à l'imagination? J'espère que vous comprenez un petit peu où on se positionne dans cet écosystème-là, puis qu'est-ce qui nous a mené à bâtir les interforums. Comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever votre main. Je vous montre quelques photos. Là. Ça, c'est une photo de Tout inclus avec François que vous connaissez peut-être. Inclus toujours. Il y a Tout inclus, mais il y a d'autres œuvres aussi à l'intérieur d'un Fourmille. Hein. On travaille beaucoup dans l'espace public. Ici, vous voyez une œuvre qui s'appelle Imaginarium, qui est une balançoire, une œuvre d'art qu'on appelle de l'art performatif, sur laquelle François est assis et pose une série de questions à des gens qui passent dans l'espace public à propos de leur rapport à leur vieillesse, leur rapport à la mort, tout ça. La même œuvre qui a été présentée au Musée national des beaux-arts du Québec l'an dernier. Le Forum national du mouvement Habitat, et là, la marche qu'on a faite l'an dernier qui a permis quand même de rassembler 400 personnes environ dans les rues de Montréal et qu'on va refaire cette année. On espère avoir 1500 personnes si on est chanceux. C'est toujours dur de faire sortir du monde dans la rue pour le vieillissement, mais c'est l'objectif qu'on se fixe. Et le slogan de la marche est « Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés ». Et donc, notre invitation, puis la raison pour laquelle on est là ce soir, c'est de se dire, venez vous découvrir comme acteur ou actrice de changement social, de se dire, donc, ensemble, on peut faire quelque chose, on peut réfléchir à des projets différemment si on travaille ensemble, puis on prend le temps de s'écouter, en fait. Le mouvement Habitat, je vous en ai parlé, c'est une définition un petit peu plus formelle, mais c'est un mouvement citoyen qui suscite la mobilisation, la responsabilisation et l'action devant les enjeux et les réalités du vieillissement. Nos objectifs, c'est donc d'abord de participer à faire des personnes aînées, des acteurs, des actrices de changement selon ce qu'ils veulent faire, selon leurs besoins, selon leurs aspirations, selon leurs désirs d'implication aussi. De stimuler l'inclusion sociale des personnes aînées en faisant entendre leur voix au pluriel, les multiples voix que les personnes aînées peuvent avoir, en rendant plus visibles les actions qui sont menées par et pour ces personnes. Donc, les projets qu'on développe, malgré que les groupes soient intergénérationnels, c'est des projets qui sont développés et c'est ce qui nous préoccupe par des aînés pour des aînés.
On veut aussi faire rayonner la cause aînée sans misérabilisme en plaçant les personnes aînées au cœur d'une démarche qu'on appelle d'innovation sociale. C'est un peu technique comme terme, mais je pense qu'avec les mots, on peut comprendre là, ce qu'on veut dire par là, de bâtir des projets innovants qui profitent à la société. Alors, comme je vous disais, les interforums ont été créés pour la première fois en février 2022, donc les 5 groupes. Ces 5 groupes-là, dans chaque région, ils rassemblent environ une dizaine de personnes. Et l'objectif des rencontres, c'est la mise en place de projets innovants qui viennent répondre aux désirs et aux aspirations des personnes aînées. On travaille depuis février 2022 dans 5 régions. Il y a 8 projets dont je vais vous parler un petit peu plus tard qui sont nés de cette démarche-là, qui sont en train d'être développés. Fait que ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait dans nos têtes, là, c'est tangible, c'est concret, ou du moins c'est en train de le devenir, parce que bâtir des projets, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Et notre intention, donc, c'est qu'au terme de l'année 2024, on soit présent dans les 17 régions administratives du Québec. Donc, c'est la première fois qu'on ouvre une deuxième cohorte à ce moment-ci pour 6 nouvelles régions, mais on va le faire encore une autre fois là, en début d'année prochaine pour les 6 régions qu'on n'a pas encore visitées. La forme des interforums. Les interforums, c'est environ une dizaine de personnes par région. Au total, dans les 5 premières régions, on a environ 80 personnes qui s'impliquent pour le développement des projets. C'est une implication qui se fait sur une base individuelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, dans la région du centre du Québec qui participent aux interforums depuis février 2022, qui sont des organisateurs communautaires pour un CIUS ou qui travaillent pour une table de concertation à titre de coordonnateur, coordonnatrice d'une table de concertation pour aînés. On demande à ces gens-là de s'impliquer en leur nom personnel et pas comme représentants nécessairement d'une organisation, parce que la façon dont on décrit le mouvement Habitat, c'est un mouvement citoyen. On veut que les projets, ce soient des projets citoyens, que ce ne soient pas nécessairement les projets d'une institution qui existe déjà, même si c'est des projets qui peuvent être des très, très bons projets. C'est simplement qu'on veut donner la même place à tout le monde, puis pas placer personne sur une échelle, vous comprenez, qui est différente. Étant nous-mêmes, je dis nous-mêmes, moi je ne suis pas artiste, je viens d'un autre milieu complètement en recherche, en anthropologie, mais étant artiste, mettons 1 et 1 font 1000, on veut qu'il y ait des artistes qui soient présents dans chaque groupe parce que la démarche, encore une fois, est ancrée dans un processus créatif. C'est important pour nous de voir comment l'art aussi peut permettre de réfléchir différemment au projet qu'on est en train de concevoir. C'est l'objectif qu'on se fixe, du moins pour les 6 prochaines régions. Puis on se dit, mais au fur et à mesure des discussions, peut-être qu'il va y avoir des œuvres qui vont naître de ces discussions-là, en plus des projets citoyens qui sont en train d'être bâtis. Il y a évidemment une importance qu'on place à la diversité des générations. L'objectif qu'on se fixe ou qu'on s'est fixé il y a quand même longtemps, c'est d'avoir 50% au moins de gens. C'est ça? Oui. 50% de gens âgés de plus de 65 ans, 30% entre 45 et 65 ans et 20% en bas de 45 ans. En toute honnêteté, la proportion de personnes aînées qui s'impliquent est beaucoup plus élevée que ça dans la majorité de nos activités. C'est 80% environ de gens âgés de plus de 65 ans avec des gens plus jeunes, hein, comme moi, comme Cindy, comme certaines personnes qui sont ici ce soir. Puis je pense que c'est ça aussi qui contribue à la richesse du mouvement-là, c'est d'avoir des gens d'âge différents avec des perspectives différentes sur les projets. Je vais vous en parler plus en détail, mais ça implique, si vous décidez là, de faire partie de l'interforum de votre région, c'est 6 ateliers auxquels on vous demande de participer qui vont vous mener vers l'élaboration ou la précision d'un projet sur votre territoire. Donc, 6 ateliers de 3 ans. En plus d'un peu de travail individuel entre les ateliers, là, que ce soit du travail un peu de recherche ou des entrevues, je vais le détailler un peu, mais vous voyez l'idée. Ça commence en juin, ça commence bientôt. Et ça se termine en septembre 2023. C'est une période, ça va se faire pendant la période estivale, mais sachez par contre que les rencontres sont quand même espacées les unes les autres. On est conscient qu'il y a des moments durant lesquels ça ne fait pas l'affaire du monde parce qu'ils partent en voyage là, ou ils passent du temps avec leur famille, ce qui est tout à fait légitime. Je vais vous présenter le calendrier un peu plus tard, mais on s'est arrangé pour que ça respire. Voilà. Le dernier point que je trouve qui est un point important aussi, c'est que le format, c'est sûr que moi, le format que je vous présente ce soir, c'est ce que nous, on a imaginé. Mais on ne se place pas du tout dans une position de rigidité par rapport à ce format-là.
On veut vous entendre, on veut entendre les gens qui décident de participer à cette démarche-là pour savoir comment on peut l'améliorer, en accordant toujours une place particulière au récit, au témoignage et à la création. C'est à travers les récits, à travers nos histoires respectives qu'on veut bâtir des ateliers qui vont vraiment répondre aux besoins de chaque personne à l'intérieur du processus. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Vous pouvez me faire ça si vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Yes. Merci. Bon, ça, c'est l'échéancier. Sachez aussi que toutes les informations que je vous donne là, ce soir, je vais pouvoir vous les envoyer par courriel après pour que, prenez pas, c'est pas nécessaire que vous preniez en note, là, à moins que vous vouliez vraiment me faire les dates des rencontres. Mais vous les avez ici à l'écran. Donc, première rencontre d'information en mai, c'est à ça qu'on participe aujourd'hui. Ensuite, on suggère de commencer le processus, une première rencontre d'atelier le 14 juin, le 28, le 26, le 9 août, le 6 septembre, le 20 septembre, pour finir en grand avec la marche citoyenne qu'on organise le 1er octobre. Et là, vous voyez qu'à chaque date, il y a une région. Ce n'est pas que c'est seulement cette date-là qui vous concerne. Ce qu'on veut faire cette année, contrairement à ce qu'on a fait durant la dernière année, qui était encore une année pandémique, là, durant laquelle il y avait des mesures sanitaires qui étaient en place qui nous empêchaient de voyager, c'est qu'on veut se déplacer à chaque rencontre, nous, mettons, moi et François, pour aller visiter l'Estrie, aller visiter la Mauricie et faire en sorte que les gens des autres régions puissent participer en virtuel. Donc, chaque rencontre est une rencontre hybride. Donc, le 14 juin, on va être en Estrie, mais les gens des autres régions vont pouvoir participer à la rencontre virtuellement. C'est donc des rencontres qu'on fait tout le monde ensemble, les 6 régions ensemble, mais durant lesquelles il y a des moments de travail en sous-groupe par région. Comme je vous dis, je vais vous envoyer ça par courriel. Je sais que vite comme ça fait beaucoup d'informations. Fait que je vais tout vous faire une belle synthèse de ça, vous allez voir. Les 6 rencontres, plutôt que les organiser autour des thèmes, ce qu'on veut faire, c'est vous poser des questions. Les organiser autour de questions qui nous semblent être des questions importantes pour arriver à un projet à la fin. La première question étant, qu'est-ce qu'on veut découvrir? C'est ça la question principale d'une première séance pour nous. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui est en train de se passer sur notre territoire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on sent qu'on ne comprend pas encore tout à fait, mais qu'on aimerait creuser? L'objectif, c'est vraiment de saisir où tout le monde en est par rapport à sa compréhension de ce qui se passe sur le territoire, puis leur désir aussi de où on veut ou par rapport à quel enjeu on veut changer les choses. Et là, la question de l'enjeu revient à la deuxième rencontre. Sur quel nœud je veux agir? Quand on dit nœud, c'est un peu comme l'enjeu. Sur quel enjeu est-ce que j'ai envie d'agir? On sait, le vieillissement, c'est une question, c'est très large. Mais est-ce qu'on veut parler de transport? Est-ce qu'on veut parler d'habitation? Est-ce qu'on veut parler de maintien à domicile? Est-ce qu'on veut parler de proche aidance, de neurodiversité? Il y en a beaucoup des enjeux sur lesquels on pourrait s'attarder, mais ce qu'on demande aux gens qui sont rassemblés autour d'une région, c'est de dire moi, dans ma région, ce qui me semble être l'enjeu prioritaire, c'est celui du transport, par exemple. Je vous donne l'exemple, dans la région de la Montérégie, le groupe de la Montérégie se penche justement sur la question du transport parce que ça semblait être ce qui était plus préoccupant pour les gens qui étaient autour de la table. Beaucoup de ces personnes-là vivent en ruralité en Montérégie, pas dans les grands centres urbains. Les personnes aînées sentent qu'elles ne pouvaient pas se déplacer pour aller participer à des activités. Le problème, on parle beaucoup de participation sociale des aînés, c'est pas qu'il n'y en a pas d'activités qui leur sont offertes, c'est que ces personnes-là sentaient qu'elles ne pouvaient pas se rendre. Les gens de la Montérégie, par exemple, en ce moment, sont en train d'implanter ou de développer une nouvelle plateforme de covoiturage en collaboration avec les centres d'action bénévoles pour permettre aux gens de se déplacer sur le territoire plus facilement, d'avoir accès ou de développer une nouvelle offre de transport. Le transport, ici, c'est le nœud. Ensuite, les 2 autres sessions, c'est vraiment un travail qui est plus un travail de cartographie. Qu'est-ce qui existe déjà sur mon territoire? C'est qui les acteurs qui sont présents? Parce que quand on développe un projet, des fois, en faisant un peu de recherche, on se rend compte que ça existe peut-être déjà, puis qu'on ne connaissait pas ces différentes initiatives-là. C'est vraiment un petit travail de recherche, puis d'aller demander aux gens qui travaillent sur le territoire, c'est quoi vos besoins? C'est quoi les obstacles que vous avez rencontrés dans le développement de votre projet? C'est quoi les facilitants? Et maintenant qu'on a un portrait plus clair de ce qui se passe sur notre territoire, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on est mieux en mesure de saisir quel projet on veut développer pour répondre aux besoins qui ne sont pas adressés
sur le territoire en ce moment. Et donc, on poursuit le travail de cartographie en demandant aux gens où est-ce qu'ils existent les opportunités de mieux faire. Est-ce que le problème qu'on a identifié, il existe une solution ailleurs que sur mon territoire, fait que peut-être ailleurs au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, là, on peut réfléchir. Je parlais justement aujourd'hui avec quelqu'un des architectes qui travaille sur des projets de coop. Ils s'en vont en Barcelone, eux autres, puis au Danemark pour aller étudier des modèles d'habitation qui n'existent pas au Québec en termes d'habitation coopérative pour aînés. Fait il y a des modèles ailleurs desquels on peut s'inspirer quand on développe un projet. Une fois que ce travail-là est fait, justement, ça nous permet peut-être de s'inspirer de ça pour développer le projet auquel on est en train de réfléchir dans sa région. Les 2 dernières rencontres, c'est vraiment de l'exploration. Fait qu'on se dit, OK, maintenant j'ai mon enjeu, j'ai mon projet, je sais où je veux intervenir. Si on me donne 8 millions de dollars, c'est quoi que je veux faire? C'est quoi ma vision au paroxysme? C'est quoi mon rêve? Fait une fois que j'ai ça, que j'ai cette vision-là de mon rêve, de mon idéal, comment est-ce que ça peut s'exprimer à l'intérieur de mon territoire? Pas la version minimum viable de cette idée-là qui me satisferait, qui me rendrait heureux ou heureuse. Puis finalement, la 6e rencontre, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait à cette heure qu'on a un projet? C'est quoi la suite? Puis est-ce que c'est moi qui ai envie de le porter, ce projet-là? Ou est-ce que je sens qu'il n'y a pas une organisation sur mon territoire à qui je pourrais faire le pitch de mon projet, qui pourrait vraiment le prendre en charge parce qu'ils ont une expertise différente ou des ressources différentes? Fait que je vous fais ça très vite, mais c'est un peu ça la ligne qu'on a envie de tracer avec les 6 périodes d'atelier pour qu'on arrive avec, pas un projet final, mais une idée plus claire de où on veut intervenir puis comment on veut intervenir. Tout ça se fait dans un contexte, là, ça peut sembler très théorique, mais vraiment ludique, durant lequel on va inviter des artistes à venir nous parler de leur propre démarche artistique en lien avec chacune des questions qui ont été posées. Il peut y avoir des ateliers, des périodes de plénière, des périodes de questions, mais c'est toujours fait moi, je pense, en tout cas, que c'est toujours fait dans le plaisir puis dans l'écoute. Fait qu'on n'est pas dans une démarche qui serait celle d'un incubateur, mettons, qui est une démarche qui est très, très valide. On est une démarche qui est moins axée sur la théorie, puis plus sur la création, l'imagination, toujours avec un regard vers les désirs, les aspirations des gens, les rêves. Je vous ai parlé un petit peu. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas maintenant, vous pouvez toujours m'écrire pour m'en poser aussi après la rencontre d'aujourd'hui. Je vous ai parlé brièvement du projet d'implantation d'une plateforme de covoiturage en Montérégie. Il y a aussi un projet d'habitation qui est en train d'être développé dans la région de la capitale nationale, comme je le mentionnais plus tôt. Un super beau projet de recherche autour de la question des récits de vie, de la mémoire, des témoignages, qui est en train d'être développé dans la région de Lanaudière. Aussi un super, super beau projet qui a besoin de se préciser un peu pour l'instant, toujours dans la région de Lanaudière, mais créer une organisation dont la mission serait de lier, agir comme médiateur entre des organisations qui souvent ne se parlent pas. On peut penser par exemple aux services de police qui ont une très bonne compréhension des besoins de certains aînés qui vivent à l'extérieur des centres urbains, puis des ITMAV. Mais ces 2 personnes-là, ils ne se parlent pas. Il n'y a pas une compréhension générale ou globale de ce qui se passe sur un territoire. Fait que la personne qui travaille sur ce projet-là se donnerait comme mission d'agir comme liant entre des organisations qui ne se parlent pas pour faciliter le travail sur le terrain. Il y a aussi des projets qui sont de nature plus artistique, un projet de balado intergénérationnel dans la région du centre du Québec, où les gens, plutôt que de juste faire un balado, ils se disent, on va faire un balado pour parler de la question de l'intergénérationnalité, mais on va se servir aussi de ça comme d'un prétexte pour apprendre à certaines personnes aînées à se servir de nouvelles technologies, en collaboration avec des personnes plus jeunes des cégeps et des écoles secondaires du coin. C'est de mettre des générations ensemble autour d'un projet qui est créatif, celui d'un balado, donc d'un podcast, qui parle de l'importance de l'intergénérationnalité et de la mixité des générations. Il y a plein d'autres projets, c'est ceux desquels j'avais envie de vous parler, mais à Montréal aussi, on est dans une logique qui est très, très créative, là. Créer du contenu média qui permettrait aux aînés d'être perçus et de se percevoir comme des acteurs de changement social. Qui veulent réaliser des capsules vidéo où est-ce que plutôt que de parler des problèmes liés au vieillissement, on parle des
des bons coups que certains aînés ont fait dans leur implication au sein de leur communauté. Il y a plusieurs exemples de gens qui font plein de choses. Fait que de mettre ça de l'avant, mais dans une forme qui reste à définir, qui va peut-être être celle du théâtre. Fait que voilà. Ça vous donne une petite idée des projets qui naissent, puis de la variété aussi des projets qui peuvent naître de cette démarche-là. Ce n'est pas nous, encore une fois, qui avons choisi les projets, c'est les gens qui s'impliquent au sein des interforums. Fait que vous, si ces projets-là ne vous parlent pas, c'est très, très correct. Mais si vous joignez un interforum, vous allez avoir la chance de développer le projet qui vous tient à cœur puis que vous percevez comme étant le projet le plus important à faire. Pas le plus important, mais celui, je pense, celui qui vous parle le plus, c'est une meilleure façon de l'exprimer parce que tous les projets sont importants à leur façon. Fait que ça, c'est notre belle gang, le monde. Je ne sais pas, Lise, si tu es sur la photo. Non, malheureusement, je n'étais pas disponible quand il y a eu la grande rencontre à Québec. Ça a été pris à Québec, hein? Oui, ça a été pris à Québec au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est là où on a fait notre forum national. Fait que vous voyez Non, malheureusement. Mais je vois plein de monde, par exemple, qu'on connaît. Ouais. Ça vous donne un peu une idée de c'est qui y a dans ces groupes-là. Il y a des gens plus jeunes, il y a des gens plus vieux. C'est une belle représentation de ce qu'on essaie de créer, en fait, avec ce mouvement-là, j'ai l'impression. Fait que tout ce processus-là, là, maintenant que vous le comprenez peut-être un peu mieux, ou du moins j'espère un peu mieux, c'est quoi que ça demande en termes d'implication? Ça peut sembler beaucoup, mais c'est vraiment d'abord une présence aux 6 ateliers qu'on organise. 6 ateliers que je répète, sont des ateliers de 3 heures en format hybride. Donc, si on est dans votre région, en présentiel idéalement, si on n'est pas dans votre région, en virtuel. On dit compléter vos missions, des petits devoirs là, en amont de chacune des rencontres, mais ce n'est pas un travail qui est énorme. Là. On est dans une première phase d'émergence des idées. Pour un total de 36 à 40 heures d'implication sur une période de 4 mois. Nous, notre rôle là-dedans, puis 36-40 heures, c'est peut-être un peu beaucoup, ça peut être moins que ça. On n'a pas envie d'arriver en vous disant c'est tant d'heures d'implication, puis si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire partie du processus. Au contraire, on va s'adapter à l'énergie que vous avez à mettre dans un projet comme celui qu'on vous propose, certainement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la conception, la modération des ateliers. Je me rends aussi disponible à l'extérieur des périodes d'atelier durant des heures de bureau, à plusieurs reprises dans la semaine pour répondre à vos questions. Si vous êtes en train de développer votre projet et que vous vous demandez « OK, c'est quoi la prochaine étape? Je ne suis pas sûr de comprendre où c'est que je dois aller. À qui je dois parler? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main pour essayer de trouver un interlocuteur qui serait pertinent pour m'aider à mieux comprendre l'enjeu de l'habitation sur mon territoire? » C'est ça ma job. Fait que moi, je me rends disponible pour ça, puis je le fais toujours avec plaisir parce que ça me permet de mieux comprendre aussi c'est quoi la nature des projets sur lesquels vous décidez de travailler. On vous offre des outils. Oui, Isabelle? Ah, on ne t'entend pas. Tant mieux comme ça. Oui. Est-ce que tu m'entends comme ça? Moi, j'ai une question. On parlait, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est grand, là. Ouais. J'écoute, puis ce que je trouve intéressant face à la démarche de l'Interforum, sans entrer dans les détails, mais je ne veux pas lancer le débat ce soir, mais tu sais, on a un beau dossier en région, en Abitibi, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. On a eu des annonces publiques de fait de 200 familles qui seront délocalisées, déracinées. Le périmètre autour de la fonderie va être agrandi dans le fond, puis on va vraiment enlever, déraciner ces familles-là, puis on va les envoyer vers on ne sait pas quoi. Le taux d'habitation aujourd'hui dans le secteur de Rouyn-Noranda est déjà en bas de 1 % d'occupation. Fait que déraciner puis délocaliser 200 familles, c'est pas d'un coup, là. Puis la journée où tu dis on bâtit un bloc appartement pour 200 familles à Tachetatuc, il n'est pas prêt demain, le bloc appartement. C'est clair. Il y a un très gros volet de mobilisation citoyenne qui se fait derrière ça. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que l'Interforum
l'objectif, c'est de y aller vraiment avec un portrait régional. Abitibi-Témiscamingue, c'est ça. 5 MRC, 5 territoires, le vieillissement, c'est ça les réalités sur chacun de ces territoires-là. Parce que, tu sais, comme individu, je peux avoir un intérêt, mais là, si tu me demandes d'aller chercher des gens sur chacun de ces territoires-là, créer des portraits ou créer un enjeu, créer une conversation et une idéation autour des 5 MRC, je vois ça un peu grand. Mais si je peux aider et soutenir un projet mobilisateur comme ce qui se passe aujourd'hui à Rouyn-Noranda parce que c'est l'enjeu régional, est-ce que je pourrais joindre l'utile à l'agréable, puis au lieu que ce comité citoyen-là soit toujours en confrontation avec la multinationale puis avec la ville, est-ce que je pourrais plutôt y aller dans la modération, dans un peu plus d'empathie, puis tant qu'à vouloir accompagner, ben, présentons des idées puis des solutions avec. Tu sais, on va déjà avoir mobilisé la communauté, la population, on va déjà avoir une idée que ce n'est pas un bloc qu'appartement de 200 loyers qui veulent, mais déjà, tu sais, faire un portrait, mais on n'est pas nécessairement dans l'enjeu du vieillissement de la population, mais on est pas mal plus dans un enjeu urgent aujourd'hui, maintenant, là. C'est très correct, puis tu sais, ça sera aux gens qui joignent le groupe de le décider. Mais je te donne un exemple, mettons, dans la région de la Montérégie, le projet qui est développé, il y a des gens qui font partie du groupe que ça affecte, qui ne sont pas concernés directement par qui ne vont pas profiter des bénéfices que ce projet-là apporte. Mais ils le font quand même avec plaisir parce qu'ils se rendent compte de l'urgence de la situation, puis ils ont un désir de s'impliquer. Puis de donner de leur temps à un projet qu'ils trouvent important, même si ce n'est pas un projet qui les touche directement à court terme. Fait qu'il y a très, très moyen de dire hey, écoutez, c'est ça la situation. Nous, notre attention, il faut qu'elle est là. Est-ce que vous embarquez avec moi pour développer un projet dans ce sens-là? Puis à ce moment-là, il n'y a pas de problème du tout. Fait que c'est absolument possible. J'espère que, OK, parfait. Ça répond à ta question. Oui, parfait. Je te remercie. Ouais. Ben, c'est une bonne question parce que les autres, l'Abitibi, c'est gros. Il y a beaucoup d'autres territoires de régions québécoises qui sont énormes aussi. Puis les gens sur ces territoires-là vivent, mettons, Boisbriand, c'est dans les Laurentides, si je ne me trompe pas. C'est peut-être pas la même réalité dans Lanaudière qu'ailleurs, sur le même territoire. Fait... C'est juste au nord de Laval. C'est ça, c'est tout près de Montréal. Fait que, c'est ça, dans le fond, je parle de l'Abitibi-Témiscamingue, mais je pense que chaque région rurale ou chaque région de première ressource et de région rurale, puis en quelque part, la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie, on a des enjeux de grandeur puis d'immensité du territoire. J'écoutais la dame tantôt qui travaille au Nunavut, oublie ça le char. L'enjeu, c'est le VTT puis l'avion parce que c'est gelé 6 mois par année puis tu peux pas aller en bateau. Fait que il y a des enjeux qui sont énormes au niveau de la ruralité puis des territoires isolés du Québec. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on devient très innovant dans la chose. Mais en même temps, tu vois, tantôt, je regardais ta slide au niveau projet. Je déroge peut-être un peu de ta rencontre, Théophile, mais je regardais ta slide au niveau de la présentation de projet tantôt. Nous, dernièrement, je parle pour le bureau parce qu'on a soulevé la question. On a été interpellés sur les enjeux des coops d'habitation. Pourquoi en Abitibi-Témiscamingue, il y a 8 coops d'habitation sur un territoire aussi grand? Puis on n'est pas capable de dire pourquoi il y a 8 coops d'habitation, pourquoi les gens n'adhèrent pas à ce modèle-là. Il y a quelque chose à creuser avec les coops d'habitation. Puis en même temps, l'enjeu, la réponse qu'on a du milieu, c'est qu'on est des jeunes régions, on est des jeunes régions qui avons été développées avec la maison rurale, la maison isolée, la maison familiale. Puis dans la tête des gens, c'est ça le modèle idéal parce que c'est ça qu'on nous a montré, puis c'est ça qui nous a été enseigné. Mais ça remonte à 3-4 générations en arrière. Fait que, quand on parle de jeunes générations, on n'a pas encore
eu l'enjeu de se positionner puis de réfléchir à notre logement régional. Puis, quand est venu le temps de positionner le vieillissement de la population, les gens, il y avait des promoteurs prêts en RPA, puis ça a fait OK, go for it, il y a de l'argent à faire là, puis on s'en va à RPA. Fait il n'y a personne qui s'est posé de questions sur qu'est-ce qu'on fait avec les aînés, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont besoin. Fait que c'est là un peu où les enjeux de région rurale, région isolée, Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de juste en logement, il y a plus que 6 ateliers à faire. je vais vous parler aussi un peu de ce qui se passe après, parce que c'est pas après 6 ateliers qu'il y a une maison qui va qu'il y a une coop d'habitation qui va être bâtie. Là. On a un plan pour ça, puis ça va peut-être t'aider à comprendre un peu où on se positionne par rapport justement au pôle d'entrepreneuriat. Parce qu'on considère qu'on n'est pas exactement à la même place dans le processus. Je sais qu'il y a des pôles d'entrepreneuriat qui font de l'aide au démarrage, qui font de l'accompagnement de projet. Je pense qu'on arrive juste un peu avant, dans l'émergence des idées, dans un processus qui est un petit peu plus créatif. Puis ben, ça m'amène à vous parler de ça. Je vais finir avec mes affaires de rôle, puis après ça, je me lance là. Développement d'outils, ça, vous le comprenez, c'est sûr qu'à travers les différents ateliers, vous allez avoir besoin d'outils de travail pour vous permettre de faire. Par exemple, le travail de cartographie, des outils qui vous aident peut-être à faire des entrevues, tout ça, c'est nous qui les bâtissons en collaboration avec plusieurs de nos partenaires puis qui les mettons à votre disposition. Et là vient la partie accompagnement et mise en relation. Fait que ça m'amène un peu à parler de, c'est un exemple déjà, de continuité de la démarche. Fait que, tu sais, si après ces ateliers, vous vous rendez compte, hey, je pense vraiment qu'on tient de quoi, puis que ce projet-là, il est pertinent, puis qu'il faut qu'il se réalise, puis j'ai envie de le porter, puis j'ai envie de m'impliquer. Ce qui n'est pas obligatoire. Vous avez le droit de dire aussi, hey, moi, j'ai vraiment apprécié cette démarche-là, mais je me rends compte que je n'ai pas le goût de pousser le projet plus loin. Il n'y a pas de contrat qui est signé, vous me suivez. Mais si c'est un projet qui vous parle, puis que vous sentez que vous avez envie de faire, nous autres, ce qu'on s'engage à faire, c'est de continuer à vous coacher, mais plutôt que de le faire en individuel, de faire des petites sessions de coaching, plutôt que de le faire en grand groupe, de faire des petites sessions de coaching semi-structurées en individuel. Pour comprendre c'est quoi exactement vos besoins, c'est quoi la nature de votre projet, puis vers qui on vous dirige pour qu'il soit réalisé. La première cohorte, je vous donne un exemple, là, ils ont fait à l'époque, c'était 5 ateliers. Ils ont fait 5 ateliers avec nous. Puis là, les projets sont nés. Puis à ce moment-là, on avait seulement un partenaire qui était District 3, qui est un incubateur de projets en innovation sociale associé à une université, qui est l'Université Concordia. Fait qu'on a tout mis le monde à District 3. Mais District 3, ils ont un modèle d'apprentissage qui est un modèle d'entrepreneuriat d'impact qui ne convient pas à tous les projets parce que tous les projets qui sont nés, ce n'est pas nécessairement des projets d'entreprise. Plein de projets qui ont une nature sociale, des projets de coop, tout ça. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de parler à plein d'acteurs, dont les pôles, puis de leur dire, écoutez, nous, on veut développer des projets, puis en fonction de ce qui naît dans chacune des régions, notre responsabilité, ça va être de vous pointer vers la personne qui est la mieux positionnée pour vous accompagner dans la concrétisation de ce projet-là en collaboration avec nous. Fait on fait du coaching individuel, on comprend bien où vous vous situez, puis après ça, si vous décidez de le porter, on vous dit, OK, allez parler à telle personne sur tel territoire en ayant créé des partenariats dans les, c'est un terme chiant, là, mais dans les milieux preneurs de projets. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis ce qu'on vous propose de faire aussi pour pouvoir parler de ces projets-là, c'est des projets qui vous tiennent à cœur, c'est d'aller les présenter dans un événement que nous, on organise en format hybride toujours et auquel on invite des gens du terrain, de vos régions, des gens du milieu de l'innovation sociale, des gens de la philanthropie aussi, des gens des gouvernements, des villes, des gens susceptibles de dire, ben moi, je vais le financer ton projet. Je vais te donner de l'argent pour qu'il se réalise. Fait que c'est un gros événement qu'on appelle l'événement tremplin. C'est ce que peut-être certaines d'entre vous ont vu en ligne qu'on a fait le 16 mars dernier avec nos premiers projets. Ça a vraiment donné des beaux résultats parce qu'il y a des liens qui se sont créés entre des organismes, des gens de la philanthropie, des gens des gouvernements pour aider à la concrétisation des projets. Et donc, on se lance ensuite dans une, si c'est ça qui vous tente, puis que vous vous rendez compte que c'est ça que vous voulez faire, dans une deuxième phase de développement de projet qui, là, est vraiment juste dans... On sort de la phase idéation, validation, puis on se lance dans bâtir le projet, en fait. Fait que ça, c'est... Regardez comment ils sont contents de l'avoir fait, la démarche.
C'est le groupe de la capitale nationale dont je vous parlais un petit peu plus tôt. C'était une très, très belle gang. Puis c'est eux qui travaillent en ce moment sur un projet de coop d'habitation. Ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Fait que je sais que ça fait énormément d'informations. Encore une fois, je vais tout vous donner ça par courriel, puis vous envoyer les détails par rapport à un échéancier. Mais je serais curieux de savoir comment vous réagissez à ça. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé de me dire, moi, c'est sûr que je m'implique tout de suite, mais je vais être curieux dans les prochains jours, probablement, de vous entendre sur OK, ben moi, j'embarque pas. Sachez aussi que c'est la deuxième rencontre d'information qu'on fait, puis qu'il y a déjà des gens dans chacune des 6 régions qui ont été identifiés. On est à environ 5 personnes, dépendamment des régions. J'étais en moyenne 5-6 personnes par région. Notre objectif, c'est d'avoir une dizaine de personnes par région. Fait que si c'est quelque chose qui vous plaît ou une idée qui vous plaît, je veux aussi vous donner du matériel d'information que vous pouvez choisir si ça vous tente de distribuer à des gens que vous pensez qui pourraient être intéressés par l'idée.